J'en viens au jazz, pour en énerver quelques-uns, et je me contente de dire ce que, évidemment, Anders pense de la musique de jazz en nous disant qu'elle est une musique de machine. C'est une musique de machine et elle nous sert de modèle parce que nous voulons devenir des machines. Et c'est la musique idéale dans une période d'auto-réification. Le jazz, c'est la musique machinale qui entre dans notre corps. C'est, citation, la musique sur laquelle dansent les hommes de la révolution industrielle. C'est un écho lointain, nous dit-il, au tambour de la forêt vierge, au désert ou à la musique nègre. C'est la trace de la vie primitive et du désir sexuel impérieux, mais c'est surtout la musique des machines. Elle dit, ouvrez les guillemets, l'obsession précise d'une presse qui découpe, impassible et méticuleuse, le glissando de l'animalité en morceaux toujours identiques. Donc le jazz, nous dit-il, c'est une production de musiques identiques, impersonnelles, automatiques. La sexualité se trouve liquidée par la musique de jazz qui nous transforme en machines. Nous devenons des machines parce que l'énergie animale qui est la nôtre a priori se trouve avec le jazz transformée en énergie mécanique. Anders nous dit que le temps disparaît dans cette musique parce que le jazz ne connaît que, citation, la fureur de la répétition, exactement comme les machines, nous dit-il. La syncope est le principe du jazz, et ce sur le mode de la ritournelle. Vous connaissez l'existence du break dans la musique de jazz. Eh bien, le break suspend l'orgie, nous dit Anders, c'est son vocabulaire. Le break assomme le danseur qui semble, toujours une image de lui, victime d'un accident du travail. J'espère que ça vous est arrivé de subir des accidents du travail aussi qui vous laissent dans un état pareil. Le break permet de mettre hors circuit un individu, ce qui prouve que nous sommes bien pièces de machine dans la pratique de la musique de jazz. Le break, c'est le point d'acmé de l'union avec la machine, c'est le signe même qu'effectivement, il s'agit d'une musique de machine qui nous transforme en machine. Avec le jazz, les coups de boutoir de la machine nous pénètrent inlassablement et chaque mesure étant une répétition, il y a réitération permanente de cet envahissement mécanique et machinique du corps transformé en machine. Danser sur cette machine, parce qu'on ne peut pas se contenter de l'écouter, mais on peut aussi danser, eh bien pour le coup, c'est faire triompher la machine et actualiser la réfutation de son corps. Quand on écoute du jazz, quand on danse sur la musique de jazz, eh bien on travaille à sa propre réification, à sa transformation en chose et en objet. On est donc dans la servitude volontaire, on se fait l'esclave de soi-même parce qu'on veut devenir une machine, ce qui est une façon d'échapper à l'angoisse de la mort, à l'angoisse de la limite ou à l'angoisse de la finitude. Il s'agit donc, c'est une expression d'Anders, de la religion de l'industrie. Il parle d'orgie dans les boîtes de Harlem. Alors, il faut entendre orgie non pas au sens moral du terme, il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'une analyse chez lui. Donc, on est plutôt dans le rite orgiaque. Il faut penser aux fêtes dionysiaques ou aux fêtes bachiques dans l'Antiquité. C'est-à-dire, ce sont des moments où, effectivement, on sort de soi-même et ça n'a plus grand-chose à voir avec le divertissement. Citation, ce sont des danses sacrificielles extatiques, ou, pour mieux dire, des danses sacrificielles extatiques dédiées au Baal de la machine. Les hommes sortent d'eux-mêmes donc pour s'unir au dieu des machines. Citation, c'est le culte industriel de Dionysos. Pendant ces danses, les hommes perdent leur visage parce qu'ils sont devenus des machines. Plus d'expressivité, la tête est baissée, les visages sont dissimulés, impassibles, inexpressifs, glacés. Le visage est devenu, citation, un résidu, une pièce obsolète. On porte son visage parce qu'on n'a pas pu le laisser à l'entrée au vestiaire. Un genre de nouvelle honte surgit, la honte d'avoir un visage. Nouvelle citation, la honte d'être condamné à toujours porter ce stigmate d'individualité comme un legs oublié. Il convient qu'il exagère peut-être, et quand on le lit, on se dit, bon, voilà. Et dans la phrase suivante, il dit, oui, mais quand même, tout de même, j'ai bien raison sur cette idée que le visage s'efface sur la piste de danse. Et même chose, nous dit-il, dans l'art contemporain, où on peut constater effectivement une disparition du visage. Eh bien, la fin du visage et l'avènement des machines coïncident. Je vous disais tout à l'heure que Jean Clair avait fait commerce
de cette idée qu'effectivement la disparition du visage était le signe du nihilisme dans l'art contemporain. De fait, quoi qu'on en pense, il y a une disparition du visage dans la peinture du XXe siècle. Il réapparaît aujourd'hui, et on peut toujours trouver des contre-exemples. Vous avez Zoran Music, vous avez bien sûr, il y a eu Picasso au début du siècle, vous avez Francis Bacon à la fin du XXe siècle, il ferait la démonstration, et tant d'autres plus modestes et moins discrets, mais qui feraient la démonstration que le visage n'a pas toujours disparu. Il revient au jazz, je vous disais qu'il passait parfois d'un sujet à l'autre, en nous disant qu'il s'étonne qu'on puisse prendre le jazz pour une musique sérieuse. Il trouve qu'elle est trop peu sérieuse pour être exécutée dans une salle de concert. Il estime que la musique classique, elle épargne le centre de l'auditeur, l'épicentre de l'auditeur. On peut aussi trouver effectivement que sur ce sujet, il est à côté de la plaque, mais pas le jazz, qui lui modifie en profondeur l'éthos de façon durable et toxique. C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de sauvagerie du jazz qui s'emparerait de vous, de nous, et nous transformerait en machine illico presto, alors que la musique classique laisserait indemne ou intact l'individu qui écouterait le concert de musique classique. Quand il danse, l'homme dit qu'il ne veut pas mourir et il devient une machine. C'est l'analyse, bien sûr, de Günther Anders. Une fois encore, il nous dit qu'il exagère, et puis quand il dit qu'il exagère, il nous dit que peut-être il exagère, pas tant que ça. Et on ne sait pas s'il y a ironie, fâcherie, colère ou invitation, comme il nous le dit, à pratiquer une méthode particulière pour que nous puissions réfléchir. Souvenez-vous, il dit si on ne grossit pas les choses, elles restent imperceptibles. C'est une façon pour lui de grossir les choses, pour que nous puissions penser cette musique-là comme il faudrait la penser. Peut-être faut-il la penser autrement, du moins c'est une façon de la penser.